Bonjour à tous, bienvenue sur Auteur en live pour l'interview de Damien Verret et Bonsoir. bienvenue aux personnes qui nous regardent aussi sur la chaîne YouTube. Et du coup, Damien Verret, je te laisse te présenter. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Damien Verret, j'ai 46 ans, j'ai 4 filles et je travaille dans la grande distribution. Et j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais beaucoup plus jeune, des poèmes, faire des concours de poésie dans le département du Nord. Aujourd'hui, j'habite entre La Rochelle et Niort, dans le Marais Poitevin, qui me sert de cadre pour la réalisation de mes romans. Donc voilà, j'ai écrit un premier thriller en 2 parties qui s'appelle Le Chant du Marais, suivi du Sang du Marais, la suite donc. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, le thriller, c'est un peu ce qu'on écrit de manière facile. Et je me suis dit qu'un roman de littérature, ce serait un petit peu plus ardu à écrire. Et l'idée d'un scénario m'est venue, et du coup, je me suis mis à écrire de la littérature avec ce 3e livre en 1 an et demi qui s'appelle Le Chant du Marais. Non, ça c'est le premier. L'homme qui regardait pousser les tomates. D'accord. Euh, Et du coup, tu as choisi de te faire éditer par une maison d'édition. Donc je te laisse nous dire pourquoi et Oui. nous parler de ta maison d'édition du coup. Alors, les 2 premiers sont sortis chez Edilivre. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le mode de fonctionnement d'Edilivre et ses canaux de distribution. Et à la suite de l'édition de ces 2 premiers romans, je suis rentré en contact avec Christophe Lahandès, le président d'une toute petite maison d'édition, mais qui est très prometteuse, qui s'appelle Nombre 7 et qui est située à Nîmes, dans le département du Gard. Donc on a bien accroché ensemble. Il a eu l'occasion de lire L'homme qui regardait pousser les tomates. Et du coup, il m'a rappelé, on a beaucoup échangé sur la psychologie des personnages. Et j'ai eu très envie de le sortir dans sa maison d'édition et de faire partie de son équipe. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir choisi de te faire éditer chez une maison d'édition plutôt que l'auto-édition? Bah, pour tout vous avouer, lorsqu'on écrit que depuis 1 an et demi, on maîtrise assez mal les possibilités offertes aux auteurs d'aller vers les maisons d'édition ou l'auto-édition. Et étant très mal renseigné sur l'auto-édition, ayant peur de ne pas pouvoir être distribué sur les canaux de distribution classiques dans la grande distribution, je me suis dit qu'il valait mieux tenter la chance effectivement chez une maison d'édition. D'accord. Alors on a Foxit qui vient nous parler sur le chat. Bonjour Foxit. Et elle dit qu'elle Bonjour ne connaît Foxy. pas Edilivre. Du coup, je te laisse nous Alors, parler. ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc Edilivre, c'est une maison d'édition parisienne. Alors c'est à cheval entre la maison d'édition et le grand imprimeur, je dirais. C'est-à-dire que les livres sont imprimés à la demande. La différence avec une maison d'édition, telle que moi je l'ai observée, c'est que certes, ils sont distribués par Hachette et d'autres dans les plateformes, essentiellement numériques, un peu moins dans les magasins, parce que les magasins se méfient un petit peu, les libraires surtout, se méfient un petit peu des maisons type Edilivre. Après, ça apporte quand même quelque chose dans le sens où on est invité régulièrement à participer à des salons, des choses comme ça. Donc ça, c'est le côté sympa d'Edilivre. Le X, c'est que c'est de l'impression à la demande et que du coup, j'ai fait une petite piche comme éditorialiste chez Cultura. Et quand le magasin dans lequel je travaillais à Poitiers a voulu commander le livre, je me suis aperçu que c'était très compliqué de travailler avec Edilivre de l'autre côté du miroir, lorsqu'on travaille en librairie. Et du coup, il fallait 4 à 6 semaines de délai de livraison, ce qui était assez impensable Oui. comme délai à annoncer aux clients. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, bon, bah, ce ne sont que des imprimeurs et peut-être à moindre mesure des éditeurs ou du moins une maison d'édition. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Ah bah, il y a plein de genres qui m'intéressent, hein, vraiment beaucoup. Maintenant, je suis un jeune auteur malgré mon âge. Comme je vous l'ai indiqué, j'ai commencé par un thriller parce que ça me paraissait beaucoup plus simple, la mécanique d'un thriller. C'est-à-dire qu'on part de la fin et on remonte le fil d'Ariane pour arriver au début du roman et finalement on écrit à sens inverse. En revanche, la littérature, j'adore vraiment par passion. J'ai plus de velléité envers la littérature finalement qu'envers le genre polar ou thriller. Mais ça demande un exercice de style plus affiné.
Je pense qu'il faut être davantage aguerri lorsqu'on se lance dans des projets comme ça de littérature. Après, tout dépend peut-être du sujet, du roman que l'on a envie de traiter. Ok. Et du coup, je vais te laisser nous présenter tes livres. Oui, donc L'homme qui regardait pousser les tomates, c'est mon dernier petit bébé. Alors, il est né un peu bizarrement. J'ai 4 filles, comme je vous l'ai dit, dont une qui vit dans le nord, et les 3 autres qui vivent près de moi, euh, dans le Marais Poitevin. Et en allant chercher ma fille au mois de juin, ma deuxième fille, qui a 17 ans, à la gare de Poitiers TGV, j'arrive toujours à l'avance, moi, à tous les rendez-vous, et surtout celui-là pour aller la récupérer. J'ai rencontré un homme qui semblait qui semblait être quelqu'un qui était sans domicile fixe et qui discutait avec des gens. Donc voilà, je n'y prêtais pas trop attention, je prenais des notes sur un autre sujet, sur un polar que j'avais envie d'écrire. Et finalement, étant arrivé une heure à l'avance, cet homme a attiré vraiment mon attention parce qu'il passait de personne en personne et à un moment donné, il est passé près de moi et il s'intéressait à une dame, il lui posait des questions et en fait, je me suis dit, bah zut, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il lui demande pas d'argent et ça m'a paru tellement saugrenu que j'avoue que ça a aiguisé ma curiosité et que j'ai commencé à le regarder pérégriner comme ça et passer de passant en passant avant que les gens aillent prendre leur train. Et puis à un moment donné, je me suis allumé une cigarette, donc j'ai lâché mon carnet d'écriture et il s'est assis à côté de moi et puis il m'a raconté que ce qui l'intéressait, c'était de discuter avec les gens, juste ça dans la vie. Et là, je me suis dit, bah merde, alors en quoi ça peut être juste ça qui l'anime? Et je me suis dit, bah voilà Romain, voilà mon futur personnage. Et j'avoue que quand ma fille est montée dans ma voiture, qu'on est reparti jusqu'à la maison, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était lancer ce personnage, Romain, donc, et raconter son aventure. Ok. Et du coup, j'ai une question concernant ce livre. Pourquoi l'homme qui regardait pousser les tomates? Pourquoi ce Eh titre? ben oui, oui, et j'avoue que ça a aiguisé la curiosité des gens. Et en fait, c'est vraiment toute la philosophie de mon personnage, donc Romain, qui est une personne qui a environ 50 ans. Tout lui a réussi dans la vie, des beaux enfants, une femme admirable. Il a réussi dans les affaires. Il tient une usine dans la région de Tours, en Indre-et-Loire. Et lors d'un voyage d'affaires, en fait, cet homme-là rencontre des tas de personnes intéressantes en Allemagne et puis il se sent pas bien à un dîner d'affaires et il décide de rentrer chez lui. Ça lui arrive jamais d'abandonner un dîner d'affaires. Il rentre chez lui, mais sauf que c'était pas prévu qu'il rentre chez lui. Et lorsqu'il rentre, eh ben, sa femme était dans les bras de son associé. Donc ça lui a fait un choc. Il se pensait vraiment à l'abri de tout dans sa vie, à l'abri des besoins, à l'abri de ce genre de situation très périlleuse. Et du coup, bah, il se dit qu'il lui reste plus qu'une chose à faire, après tout, c'est de s'en aller. Donc il s'en va, il fait pas d'histoire, il laisse l'intégralité de ce qu'il a construit dans sa vie à sa femme et à ses 2 fils, et il décide de partir sur les routes de France. Il investit dans un van, il habite dans un van, et il pérégrine comme ça, de chemin faisant, sur les routes de France, à la rencontre d'une seule chose, les êtres humains. Parce il s'aperçoit que finalement, dans sa vie, il n'a pensé qu'à l'argent, il n'a pensé qu'à des besoins matériels, et qu'il s'est véritablement éloigné de ces valeurs qui étaient ancrées en lui et qu'il découvre tardivement, à l'âge de 50 ans. Et du coup, il va avoir pour simple et unique occupation d'aller s'intéresser aux gens, auprès des gens, en leur posant des questions sur leur vie, en essayant d'apporter un autre regard sur leurs essentiels. Et voilà le personnage de Romain. À un moment donné, lors d'une rencontre d'une personne qui l'interviewe, comme ça, au hasard des rencontres, il tombe sur une dame, pareil, qui est très bien installée dans sa vie, qui s'appelle Emmanuelle. Et il fait cette rencontre. Donc le courant passe bien entre deux. Et là, surprise, pour la première fois, ce n'est plus lui qui pose les questions, c'est cette femme qui semble avoir finalement le même trait de caractère que lui et qui semble s'intéresser à lui. Donc il est surpris parce qu'il estime qu'il n'a plus rien d'intéressant dans la vie finalement, hormis le fait de s'intéresser aux autres. Et du coup, la conversation est nourrie, elle se passe bien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre deux, sauf que cette dame n'est pas sur le quai de gare comme ça par hasard. Elle a un train à prendre pour rentrer chez elle, à proximité de La Rochelle, où sa vie de famille tout à fait ordinaire l'attend. Et elle s'en va, elle monte dans le train après avoir raté le premier train. Et du coup, il se retrouve tout seul et il se dit, bah mince, premier déclic, il se dit comment peut-on rencontrer quelqu'un physiquement, comment peut-on retrouver quelqu'un sans avoir ni numéro de téléphone, ni coordonnées,
Internet, c'est pas trop de son âge, donc il a pas trop envie, il ne sait pas trop comment la rechercher, par quels moyens s'y prendre. Et voilà, le début de l'histoire, c'est une histoire de rencontre entre deux personnes que tout oppose. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est comment Romain va-t-il parvenir à retrouver Emmanuel. Et au fur et à mesure du roman, quand on progresse dans l'histoire, on vient chercher aussi les causalités qui l'ont amené finalement, hormis le détail de l'adultère de sa femme, à le porter sur les routes. À le porter sur les routes, à faire une véritable introspection de sa personne et à s'intéresser à l'être humain au sens large du terme. Donc voilà, c'est une histoire d'humanisme, l'homme qui a regardé pousser les tomates avant toute chose. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2021, que ce soit concernant l'écriture ou autre chose dont tu Alors voudrais oui, nous donc parler? je vous disais, le livre est sorti au mois d'octobre, donc quelques semaines avant le second confinement. Et depuis, j'ai travaillé un autre scénario, un autre livre, et j'ai quasiment terminé, puisqu'il va faire environ 420 pages. Il me reste le dernier chapitre. C'est toujours la chose la plus délicate à écrire, le dernier chapitre. Donc je l'ai écrit en 3 mois. Alors ça n'a pas été simple, parce que j'ai repris une activité professionnelle plutôt intense, la direction d'un magasin. Et bah, du coup, j'écris dès lors que j'ai 5 minutes, et c'est vraiment quelque chose, je pense que ça va parler à tous les auteurs qui nous écoutent. C'est vraiment quelque chose de très prenant quand on tient une histoire comme ça, qu'on se dit, j'ai le scénario, j'ai l'idée, je m'accroche à mes personnages comme s'ils étaient vivants. On en vient même sur son lieu de travail à les avoir comme ça auprès de nous. On les emmène avec nous lorsqu'on s'endort. Et bah voilà, j'ai eu un déclic sur un personnage qui serait un romancier international qui évidemment cartonne et qui fait la rencontre d'un gamin qui va bouleverser sa vie. Voilà, voilà, je vous en dis pas D'accord. plus. Alors, il y a Joyeux Bookland qui vient de nous rejoindre, donc bonsoir à toi. Bonsoir. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture? Ou Bah, qui des souhaiteraient conseils à se donner, diriger? j'avoue que j'ai plus l'habitude de les prendre, les conseils, puisque ça fait qu'1 an et demi que j'écris. Si j'avais un conseil déjà, c'est de ne pas avoir aucune crainte de se lancer dans l'écriture. Après, tout dépend si la personne qui nous écoute là souhaite se lancer, dans quel type de roman souhaite-t-elle se lancer? Parce qu'il y a des choses qui, moi, encore à l'heure actuelle, me paraissent assez inaccessibles dans la démarche. En revanche, il y a des genres qui me paraissent plus simples à écrire que d'autres. Et le roman de littérature, à mon sens, est quelque chose d'assez à la portée de tous. Le tout, c'est d'avoir une idée, un scénario, qui tienne la route, bien entendu. Alors ma méthodologie, je sais pas ce qu'elle vaut, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'éprouver avec un grand nombre d'auteurs. Néanmoins, sur les salons, j'en ai côtoyé quelques-uns et ils m'ont dit que c'est une façon de travailler. Alors, qui m'est propre, mais je pense que certains la partagent aussi. Euh, Moi, la première chose que je fais, ça vient toujours une idée générale, une thématique à défendre. En fonction de cette thématique, après, je vais réaliser un scénario précis, c'est-à-dire que je prends à l'ancienne un carnet, un stylo, et je me fais un plan précis sur 3-4 pages à peu près de manuscrit, où je me dis, voilà, je vais partir de là et je vais arriver à tel endroit, de A jusqu'à Z, en passant par les différentes étapes, les moments forts, cruciaux, les virages. Et ensuite, je vais élaborer un scénario beaucoup plus affiné, c'est-à-dire que chaque page du prochain roman, finalement, je vais la résumer en 1 ou 2 pensées, parfois juste un mot, parfois un titre de chanson. Et ça va me construire mon roman du début à la fin, en fait. Et ça va me permettre de ne pas m'égarer. Et ensuite, je reprends tout au long de l'écriture ce scénario et je viens l'affiner. Voilà, ça c'est la première partie du travail. Avant de se lancer vraiment dans l'écriture page après page, la deuxième partie du travail, c'est la réalisation de fiches de personnages et à côté de cela, une chronologie très précise des événements. Là encore, pour pas s'égarer, pour pas commettre d'impair. Lorsqu'on écrit, on a vite fait des fois peut-être à tort de se perdre dans des points de détail. Et souvent, les premiers lecteurs, ce qui est important, c'est d'en avoir des bêta lecteurs avant de se lancer et d'éditer, bah, viennent justement vous dire ah, et ça m'est arrivé sur le premier roman, et ben il y a des anachronismes, il y a des petits points de détail comme ça, des contresens où un personnage en plein milieu du roman a changé de nom, ce genre de petites bêtises. Alors depuis, j'ai appris à me professionnaliser un petit peu, à affiner mes fiches de personnages, à bien construire une chronologie des événements pour pas m'y perdre, moi le premier, et surtout à faire confiance aux bêta lecteurs qui sont vraiment cruciaux, fondamentaux dans la réalisation d'un tel exercice. D'accord.
Du coup, on va passer aux questions surprises. Alors la première, quelle est la chose qui te fait le plus sourire, quel que soit le moment de la journée? Bah, déjà, le fait que tu m'évoques qu'il y ait des questions surprises, ça me fait sourire. Bah, moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste et plutôt joyeux, tu vois. Et c'est important dans le monde du travail aujourd'hui, surtout dans le contexte. Donc, la première chose qui me fait sourire le matin, c'est de rencontrer les personnes avec qui je travaille. Je m'efforce à chaque fois de leur renvoyer un premier sourire qui va enclencher la journée, qui va lancer la journée. Donc, c'est ça, c'est le sourire d'abord de mes collaborateurs et ensuite de mes clients. Ok. Si tu ne pouvais plus regarder qu'un seul film pour le reste de ta vie, lequel ce serait? Un seul film le reste de ma vie, bah, c'est Oui. marrant, j'en parlais il y a un quart d'heure. C'est un film formidable qui s'appelle Into the Wild. C'est Et de quoi? aussi un... De quoi ça parle, tu vas me Oui. dire. Et ben de quoi ça parle? Ça rejoint un peu l'histoire de l'homme qui regardait pousser les tomates. C'est un jeune étudiant américain qui décide de tout plaquer alors qu'il a fait des études de fou et de vivre vraiment en pleine nature, au milieu de la nature et grâce à la nature. Donc il vit dans une espèce de caravane abandonnée au fin fond de l'Alaska. Donc il faut imaginer pas l'Alaska l'été où il fait 0 à -5 degrés, non, l'Alaska l'hiver où les températures descendent à -40 degrés. Donc il vit comme ça, vraiment au profit de la nature, pour la nature et grâce à la nature. Et je trouve que c'est juste un essentiel de vie en fin de compte et je trouve ça admirable. Moi je pourrais pas le faire parce que je suis père de famille, j'ai une petite femme que j'aime et voilà. Mais j'avoue que des fois j'ai bien envie moi aussi d'aller sur une île déserte ou un truc à l'abri du monde en fait, dans une grotte. Et je pense que nous les auteurs on est un peu tous comme ça. À un moment donné on a besoin de cette grotte pour aller s'y cacher et nourrir nos idées futures. Si tu devais te décrire en 3 mots, lesquels choisirais-tu? En 3 mots se décrire, c'est un entretien d'embauche là. En 3 mots. Eh ben, je dirais quelqu'un voilà, tel qu'on me définit, je suis quelqu'un d'ouvert. D'ouvert parce que je suis curieux de tout, j'aime en apprendre beaucoup sur les gens qui m'entourent. Après, je dirais quelqu'un de combattant, parce que la vie d'aujourd'hui n'est vraiment pas simple, surtout dans le contexte actuel. Et je suis habitué professionnellement à rencontrer des situations compliquées, où il y a des choix parfois difficiles à faire. Et du coup, je dirais que le combat est vraiment une chance de survie optimum. Il faut être combatif aujourd'hui et nos enfants ont intérêt à l'être rudement dans le monde qui les attend. Ensuite, généreux, parce que généreux en tout, en fait. Généreux en sentiments, généreux avec mes proches, généreux avec mes amis, et généreux dans mon caractère et dans ma façon de travailler et de rendre aux autres, les clients, de rendre à mes lecteurs. Voilà, la générosité, je dirais. D'accord. As-tu déjà fait ou accompli quelque chose dont tu te pensais incapable? Si oui, qu'est-ce que c'était? Il y a plein de choses que j'ai accomplies et où je me disais, bah, tiens, ça va pas être simple de faire ça. En premier lieu, de, à brûle pour point comme ça, moi je dirais déjà bah, sortir un livre. Et ça répondra peut-être à l'interrogation de l'auditeur précédent. Il faut apprendre à oser dans la vie, il faut pas se mettre de frein et la vie est tellement courte. Et je pense qu'il faut se lancer en fait. Dès qu'on a une idée en tête, faut vraiment oser, faut foncer. Et au moins on aura le sentiment du devoir accompli, on se dira je l'ai fait. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu fonceur. Et du coup, la dernière question, quel est ton plus beau souvenir? Eh ben, j'en ai quatre des plus beaux souvenirs. C'est mes quatre petites gonzesses qui m'entourent et qui commencent à me lire. Et ce sont mes plus beaux souvenirs. D'accord. Alors du coup, dans le chat, si jamais il y a des personnes qui veulent venir se joindre à nous sur Discord ou poser des questions, c'est le moment, faites-nous signe. Si en attendant que les personnes qui veulent nous rejoindre ou qui ont des questions à poser le fassent, si tu veux nous dire quelque chose, c'est le moment. Eh ben, moi, je vous invite à continuer à lire et à lire toujours, à ne pas vous couper des petits auteurs. J'ai une petite anecdote, donc je vous l'ai indiqué tout à l'heure en préambule. J'ai travaillé chez Cultura. Et Cultura est une très belle enseigne de la distribution, mais ça reste de la distribution. Et la petite anecdote, c'est je suis allé voir une ancienne collègue dans un magasin, et je lui ai proposé évidemment l'homme qui regardait pousser les tomates, et je me suis
un peu fait envoyer sur les roses. Alors pas définitivement, elle m'a dit bah écoute, je vais le lire et si ça me plaît, pourquoi pas. Mais en attendant, tu sais bien commencer puisque tu y as travaillé. On est envahi de petits auteurs. Alors ça, j'avoue que ça m'a posé question quand même et, et j'avoue que ça m'a laissé un petit peu dubitatif parce que je me suis dit mais mince, après tout, qui n'a pas commencé par être un petit auteur parmi nous? On a tous été des petits auteurs. Et après tout, j'ai trouvé que petits auteurs, quelque part, c'est une expression qui a pas de sens. On est tous auteurs, on raconte tous des histoires, chacun à notre façon. Il n'y a pas de petits et grands auteurs, il y a juste des mecs qui ont eu à un moment donné l'opportunité de percer, de frapper aux bonnes portes, d'être lus par les bonnes personnes, qui ont rencontré des accélérateurs de carrière. Mais après tout, on a tous largement la légitimité pour se lancer et avoir son propre public, quel qu'il soit, que ce soit 10 personnes, 100 personnes, et que ça nous rend fiers dans la vie, en fin de compte, quel que soit l'auditoire que recueillent nos petites histoires. D'accord. Et du coup, on n'a toujours pas de nouvelles. Alors on a Joyeux Bookland qui dit moi j'adore lire et faire de nouvelles rencontres littéraires. Enfin, heureusement qu'il reste des gens comme ça, hein. Mais il y en a plein en fait, hein. Il y a vraiment des côtés sympas en fait. Il y a pas très longtemps, je suis allé me chercher des cigarettes dans un village et puis il y a une personne derrière moi dans la petite queue, parce qu'il y avait de la distanciation sociale quand même, qui commence à dire tiens, moi j'ai passé la nuit avec Emmanuel Enchanté. Alors Emmanuel Enchanté, c'est mon second héros, c'est mon héroïne dans L'homme qui regardait pousser les tomates. Et ben rien que ça, on parlait de sourire tout à l'heure et de joie de vivre dans une journée. Bah ça, je vous garantis que ça vous procure waouh, une joie incommensurable, hein. Alors toujours Joyeux Bookland qui dit il y a un gros souci avec les distributeurs. Nous, Ah nous oui. lecteurs, nous avons du mal à vous trouver. Oui, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il y a des maisons d'édition, il n'en manque pas, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, par contre, des maisons d'édition qui lisent les manuscrits, il y en a déjà beaucoup moins. Et du coup, certaines, en fonction de leur mode de fonctionnement, proposent des canaux de distribution, notamment par le leader qui est Hachette. La problématique ne vient pas nécessairement de ces petites maisons d'édition, mais elle vient plutôt des groupes de la distribution du livre, alors les hypermarchés, les très grosses librairies et les spécialistes de la librairie à échelle industrielle qui, eux, jouent pas le jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, des petits auteurs, parce que les petites maisons d'édition n'ont pas le même pouvoir qu'une grosse maison d'édition qui assure un rendement sur un nom, qui assure aussi la reprise des invendus. Bah, ça, c'est très compliqué, la reprise des invendus dans les petites maisons d'édition, ce qui fait qu'on est très peu visible finalement. Et après, par contre, ça repose sur la croyance des chefs de rayon. Dieu merci, ils ont encore un pouvoir, ces gens-là. C'est-à-dire que ce sont des vrais passionnés de lecture. Moi, j'en ai rencontré plein dans différentes enseignes de la grande distribution où l'on trouve mon livre. Et par contre, la démarche est à faire de par l'auteur et pas par la maison d'édition parce qu'elle est trop petite. Donc c'est du porte-à-porte littéralement, hein, que ce soit dans un débit de tabac presse ou chez un supermarché de type Leclerc. Eh ben, il s'agit d'aller convaincre avant tout la chef de rayon ou le débitant de tabac de tenter de vendre ses livres en dépôt-vente, ce qui fait qu'on est moins présent au niveau national et qu'on va trouver nos livres de façon très éparse sur le territoire, à la croyance des personnes qui achètent justement pour les lecteurs ces livres. Effectivement, c'est vrai que pour le coup, mon livre, on le trouve très peu en, en En grande magasin. distribution. Hmm. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a un bon moment de ça, du coup, vu que les séances de dédicace sont plus possibles depuis déjà un an. Ouais. Euh, Ça rend la tâche compliquée. Ouais. oui, la dernière que j'ai fait, justement, il y a des personnes, un des chefs de rayon du magasin dans lequel j'étais allée faire ma séance de dédicace, qui finalement a pris un ou deux livres pour les mettre justement dans le rayon à la fin de la séance Oui, de oui. dédicace. Je dis pas que c'est impossible, hein. Moi ça m'arrive aussi. Par contre, on se fracasse le nez assez régulièrement sur des refus. C'est très compliqué de convaincre parce qu'on est de plus en plus nombreux à écrire, ça c'est une certitude. Mais il faut avant tout convaincre soit les débutants de tabac, soit les libraires, soit les chefs de secteur
dans les enseignes de grande distribution spécialisées. Et c'est là où c'est compliqué, quoi, parce qu'il y a des manuscrits. Et moi, je me souviens quand je faisais ce métier-là chez Cultura, des petits auteurs, on reçoit, je sais pas, peut-être 20 ou 30 manuscrits par mois. Donc on est déjà tenu en tant que professionnel du secteur de lire énormément de romans et de romans en général de grands auteurs. Alors du coup forcément on a tendance naturelle, légitime ou pas, à mettre ces petits auteurs de côté parce que il y a telle et telle sortie qui arrive et il faut lire le livre pour mettre le petit coup de cœur sur les étagères. Alors, toujours au joyeux Bookland qui nous dit: nous lecteurs, on se bat aussi avec nos libraires et nos bibliothécaires. Ben, complètement, il a raison. Effectivement, il y a pas mal de petits libraires. Alors, il y a des petits auteurs, donc il y a des petits libraires. On va leur rendre l'appareil. Et il y a pas mal de petits libraires comme ça qui, eux, jouent le jeu, justement. Et à la demande de certains de leurs lecteurs, bah, finalement, vous permettent, vous, auteurs, d'être référencés chez eux. Voilà, moi, ça m'est arrivé dans quelques maisons sur Niort, dans quelques librairies, d'être finalement référencé sur la base des démarches des lecteurs. Et les lecteurs nous ont trouvés grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est plus que jamais fondamental d'être omniprésent sur tous les réseaux sociaux, d'assurer des lives comme on est en train de le faire, de faire des interviews, de faire des teasings des livres que nous sommes en train d'écrire. Et avant tout, en parallèle à cela, surtout, de continuer à faire des salons pour aller à la rencontre des lecteurs, parce qu'un lecteur conquis, finalement, va transmettre le livre à je ne sais combien d'autres lecteurs, qui, eux, vont aller vous chercher dès lors que vous aurez des prochaines parutions. Donc c'est ça, c'est de fil en aiguille, hein. Les premiers tirages sont toujours faibles, et ensuite ça grossit généreusement parce qu'on arrive à se capter un public. Oui, et du coup, s'il y a plus d'autres questions dans le chat, si toi sauf si tu as encore quelque chose à dire. Je vais vous libérer parce que c'est un peu samedi soir. On risque d'être peut-être confinés prochainement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite tous à boire un dernier petit coup entre vous, hein. Profitez-en bien. Alors du coup, dans la description, que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien pour acheter le livre de Damien Verret. Vous trouverez également les liens pour rejoindre nos différents réseaux sociaux, les réseaux sociaux que Damien va me donner. Avec grand plaisir. Et voilà. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si ça vous a plu. Et voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Je vous Et à souhaite bon bientôt. courage et je vous souhaite de très belles lectures.